Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer moi aussi de surveiller mon temps et dès que je vois des panneaux se lever avec des nombres de minutes, je réagis en conséquence. Merci pour cette invitation et je vais essayer de vous donner quelques éléments, sachant que vous ne m'entendez pas bien. Est-ce qu'en fait, il suffit que je me rapproche par exemple comme ça et que là, vous m'entendez beaucoup mieux en fait finalement. En gros, quand je prends dans le micro, c'est mieux. Pardon. Donc en fait, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui, j'imagine, ne sont pas ceux qui sont le plus communément dans votre métier, puisque je présume que j'ai devant moi des profs de SVT, et je ne suis pas prof de SVT, et en gros, mon incompétence dans ce domaine est assez grande, ce qui m'autorise à être ici, bien sûr. Donc justement, il me semble qu'il se passe quelque chose d'intéressant à l'occasion de la controverse qui a été lancée contre l'enseignement dit de la théorie du genre, expression délicieuse sur laquelle je reviendrai, dans les manuels de SVT des classes de première. Il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'au fond, ça pose la question de la confrontation entre les sciences sociales et la biologie ou les SVT ou ce qu'on voudra. Mais c'est-à-dire deux domaines qui communiquent assez peu. Il se trouve que, au fond, au lieu de se dire, lorsqu'on est dans le domaine du genre, lorsque, comme c'est mon cas, mais comme c'est le cas bien sûr de beaucoup d'autres, y compris qui sont présentes ici, lorsque depuis des années on travaille dans ce champ d'études, au lieu de se dire que c'est une catastrophe d'être attaqué comme on l'a été, en fait il me semble qu'on peut retourner la proposition et se dire quelle chance, parce que premièrement ça veut dire qu'enfin on a réussi à déranger des gens, et c'est bien un des enjeux, c'est que le genre c'est pas fait pour que tout le monde soit content, puisque ça prétend interroger l'ordre du monde. Donc le risque, c'est que tout le monde s'en fiche. Donc là, manifestement, tout le monde ne s'en fiche pas. Donc c'est le but du jeu. C'est un outil critique pour que le monde n'aille pas de soi. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. Mais il y a une deuxième chose, c'est que ça nous amène à repenser, y compris dans le champ scientifique, avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'il y a une tendance générale qui est que, en gros, les sociologues travaillent avec les sociologues. Et puis, quand ils sont extrêmement ouverts, ils vont travailler avec des anthropologues, et voir des politistes, voir, etc. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment, qu'est-ce que je suis ouvert? Je travaille avec des gens qui sont dans des disciplines diverses de sciences sociales. De temps en temps, on va être complètement aventureux, et on va travailler avec un philosophe ou un psychanalyste, etc. Mais ça, c'est vraiment un peu décadent. En revanche, ce qu'on a très rarement l'occasion de faire quand on est sociologue, c'est de travailler avec des gens qui peuvent être biologistes, qui peuvent être, en gros, dans l'ensemble des sciences du vivant. Donc je crois qu'au fond, c'est cette question-là qui est posée par la controverse de l'an dernier. Et en particulier, une de ces dimensions qui était intéressante et que vous avez peut-être remarqué, c'est que les attaques qui ont été portées contre, encore une fois, la théorie du genre avec des guillemets, je n'agiterai pas mes doigts à chaque fois, vous représenterez mentalement que je suis en train de gigoter. Lorsqu'on se rappelle cette controverse, une des caractéristiques, c'est qu'au fond, beaucoup de gens qui étaient très critiques de la présence de cette théorie dans les manuels disaient « on voudrait bien que ce soit en philo, on voudrait bien que ce soit en sciences économiques et sociales, mais non, surtout pas en SVT ». Autrement dit, c'était entériner un partage entre sciences de la nature et sciences de la société qui était au contraire remis en cause par le programme et plus généralement, et de manière plus fondamentale me semble-t-il, par les études de genre. Il se trouve que, comme plusieurs personnes qui sont ici, je participe à l'Institut Émilie du Châtelet, qui est un institut financé par la région Île-de-France et qui a pour vocation de s'intéresser aux questions de femmes, de sexe, de genre, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares lieux où, professionnellement, on a l'occasion d'avoir ce genre d'échange. Et donc je crois qu'il est intéressant de prendre ça, non pas seulement comme une attaque qui a été portée, mais comme le révélateur de quelque chose de nouveau. Au fond, l'idée qu'il y ait des sociologues qui disent que les choses sont sociales, c'est pas nouveau. C'est un peu le fonds de commerce de la sociologie. En revanche, l'idée que des gens qui font des SVT et des gens qui font de la sociologie puissent se parler et se dire qu'au fond, il n'y a pas d'un côté la biologie et de l'autre la sociologie, c'est ça, me semble-t-il, qui est vraiment nouveau, et c'est ça, donc, qui va être un peu le fil conducteur de ce que je vais vous raconter. Alors peut-être un rappel bref sur la controverse, avant d'essayer d'être plus positif,
c'est-à-dire d'essayer de réfléchir non pas à ce qu'on reproche au genre, mais à ce que le genre peut faire. Mais évidemment, il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'aiment pas le genre, c'est à cause de ce que fait le genre. Il n'y a pas de malentendu. Au fond, on se comprend très bien, c'est juste qu'on ne s'aime pas. Enfin, on ne s'aime pas politiquement, humainement, on adore la droite populaire. Certains de mes meilleurs amis... Donc, peut-être un rappel d'abord sur la controverse. Je voudrais signaler, je l'ai fait dans plusieurs contextes, mais je trouve que ça n'est pas sans importance, signaler que l'initiative de la controverse, elle ne part pas de la droite populaire, en fait, elle part de la droite religieuse. La droite populaire relaye à la fin de l'été 2011 une controverse qui a été lancée par la droite religieuse, en particulier par des autorités religieuses relayées par Christine Boutin. Donc, cette dimension religieuse, elle est importante parce qu'elle va imprégner le vocabulaire. Le vocabulaire, par exemple, l'expression théorie du genre, ça vient des critiques qui sont portées par le Vatican contre le genre. Donc, petit rappel, pourquoi le Vatican se mêle-t-il de genre et de quelle manière ? Eh bien, depuis 1995 et la conférence de Pékin sur les femmes, le Vatican a pris conscience du fait que le genre était un instrument féministe qui pouvait être utilisé non seulement politiquement, mais aussi scientifiquement pour dénaturaliser l'ordre des choses. L'inquiétude qui a été exprimée dès 1995 par un certain nombre de représentants et de représentantes du Vatican, c'est qu'avec le genre, on n'était pas seulement en train de toucher à la place des hommes et des femmes dans la société, mais également à l'ordre sexuel dans son sens le plus large, l'ordre des sexes d'un côté, mais aussi l'ordre de la sexualité ou des sexualités d'autre part. Et en particulier, la question du mariage gay, entre guillemets, a immédiatement été soulevée par des théologiennes et des théologiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à dire, mais au fond, au lieu de nous dire il y a deux sexes, il y a des hommes et des femmes, c'est une donnée naturelle. Si on prend comme point de départ, il y a du genre, c'est-à-dire il y a de la construction sociale de la différence des sexes, eh bien s'il y a de la construction sociale, ça veut dire que ça pourrait être construit autrement. Et si ça peut être construit autrement, eh bien ça veut dire à partir de là que ça peut changer. C'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous de changer ce qu'on y met. Ça, c'est ce qui a, me semble-t-il, enfin, je suis convaincu, disons, mobilisé le Vatican. C'est qu'il ne s'agissait pas seulement de la place des hommes et des femmes, mais qu'il s'agissait inséparablement de la hiérarchie des sexualités. Et on sait que le combat qui est mené depuis lors par le Vatican contre la notion de genre, eh bien, c'est un combat qui est inséparablement dans le domaine du genre et de la sexualité. Il y a tout un ensemble de documents là-dessus. Celui que je cite le plus souvent, c'est un lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie, etc., qui a été publié aux éditions Pierre Tecky en 2005, à peu près 1000 pages sur papier Bible, sous l'égide du Conseil pontifical pour la famille, et au cœur duquel vous trouvez 3 articles successifs sur la notion de genre. C'est-à-dire que le genre est le problème central. Comme vous le savez, de longue date, les questions sexuelles jouent un rôle très important dans les religions en général, dans la théologie catholique en particulier, et tout particulièrement autour des questions de contraception, de reproduction, d'avortement, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, quand on a vu la controverse, là, on a entendu des attaques qui portaient uniquement sur le fait qu'on allait se mettre à parler de genre. Or, dans le même chapitre, il y a des choses qui, normalement, n'enthousiasment pas le Vatican, puisqu'il y est question de contraception, puisqu'il y est question d'avortement, etc. Donc il est assez intéressant de voir que la question du genre a occulté la question de la reproduction. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce que l'Église catholique a bien compris, c'est que tant qu'on dit seulement la reproduction, c'est un ensemble de pratiques. Lorsqu'on touche à la définition même de la différence des sexes en parlant de genre, c'est tout l'ordre du monde qui est en jeu. Et de fait, on s'aperçoit que cette bataille contre le genre, elle est très présente dans la théologie du Vatican depuis 1995 en particulier, sous l'égide de Jean-Paul II et aujourd'hui de Benoît XVI, Benoît XVI étant déjà, en quelque sorte, l'intellectuel organique de Jean-Paul II sous le pontificat précédent.
Donc cette question religieuse, elle est importante. Alors pourquoi les églises, et en particulier l'Église catholique, attachent-elles une telle importance aux questions de sexualité? Eh bien, on pourrait se dire, c'est juste parce qu'au fond, ils ont des problèmes, etc. Enfin bon, ce qui n'est pas forcément faux, mais je ne veux pas entrer dans cette logique-là. Je pense que la question fondamentale, c'est de l'ordre du monde. C'est-à-dire, c'est pas simplement, est-ce que de temps en temps, ils ont des problèmes psychologiques ou je ne sais quoi. Après tout, on en a tous. Et on n'est pas tous obsédés, même si, comme je travaille dans ce champ, j'entre dans la même catégorie. Mais il me semble que ce qu'il y a de plus important, c'est qu'au fond, la question c'est de savoir comment le monde est-il défini. Est-ce que le monde est défini une fois pour toutes, ou bien est-ce qu'il est susceptible d'être redéfini? C'est ça l'enjeu de la démocratie, c'est de savoir est-ce que les choses nous sont données, ou est-ce que nous les reconstruisons selon des principes conformes à nos valeurs. Et c'est là le statut politique de la biologie. C'est que la biologie est utilisée aujourd'hui pour dire ne croyez pas que tout est historique, ne croyez pas que tout est politique, quand même, il y a des choses qui sont solides, qui résistent à l'histoire, qui échappent à la politique, qui ne sont pas des enjeux démocratiques, et ces choses, eh bien, elles sont données par la biologie. Donc il me semble que c'est un enjeu qui touche à la théologie, mais qui excède la théologie, puisque, au fond, ce que dit la théologie, et si vous regardez, par exemple, moi j'ai écrit dans une revue de théologie, la revue d'éthique et de théologie morale, j'ai écrit une critique de la théologie du Vatican en reprochant au pape de confondre loi de la nature et loi naturelle. La loi naturelle, vous savez, en gros, c'est la raison. Mais les lois de la nature, évidemment, c'est plutôt du côté de la biologie. Alors, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, si on dit que c'est la même chose, ça veut dire qu'au fond, Dieu et la nature, c'est pareil. Et que Dieu et la biologie, c'est pareil. Donc, vous voyez bien l'enjeu, lorsque votre domaine, c'est la biologie, c'est est-ce que vous êtes responsable de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes là pour préserver Dieu? Je crois que c'est ça qui se joue actuellement. Et quand on croit qu'il s'agit seulement du Vatican, il me semble qu'on a tort. Parce qu'au fond, c'est une représentation de la société. L'enjeu, c'est de savoir comment on considère que la société fonctionne. Est-ce qu'elle est définie par des règles toujours déjà données d'avance? Ou bien est-ce que ces règles sont susceptibles d'être remises en cause? Alors, quand c'est la politique pour le chômage, ou quand c'est la politique en matière d'endettement ou je ne sais quoi, on sait bien que ce n'est pas simplement Dieu ou la nature qui nous ont donné tout ça. Mais il y a un point sur lequel, manifestement, la bataille s'engage aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a des limites à ça. C'est-à-dire, est-ce que tout est sujet à délibération, ou bien est-ce que certaines choses sont réservées en dehors de la délibération, elles nous échappent, elles nous sont toujours déjà données, et ça, ce qui est en dehors de l'histoire et en dehors de la politique, c'est la nature, la biologie. Donc je crois qu'il y a une bataille politique qui ne se limite pas au Vatican, et c'est bien la raison pour laquelle les propositions, les attaques du Vatican contre la théorie du genre, elles ont été reprises par la droite populaire, et elles ont été reprises beaucoup plus largement, comme vous le savez, y compris chez ceux qui ne se voulaient pas hostiles, comme c'était souvent le cas dans les médias, mais qui reprenaient le vocabulaire tel qu'il avait été donné. C'est-à-dire, êtes-vous pour ou contre la théorie du genre? Alors, c'est intéressant parce que, et j'explique maintenant pourquoi l'expression théorie du genre me paraît poser problème, c'est qu'elle a permis, enfin d'abord qu'elle est inexacte, il n'y a pas une théorie du genre. Le genre est un concept, et il y a un champ d'études qui s'est organisé autour de ce concept. Ce champ d'études n'a pas une théorie unifiée. Simplement, il y a un concept. Et la définition même du concept a une histoire, je ne vais pas vous la retracer en 3 phrases, et si vous voulez pouvoir en parler davantage, mais ce n'est pas un concept stabilisé, parce qu'au fond, aucun concept scientifique, me semble-t-il, n'est stabilisé une fois pour toutes. On ne se donne pas un concept immobile. Les concepts, en tout cas pour les sciences sociales, sont eux-mêmes traversés par l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont réaménagés en fonction de ce qu'on en fait. C'est vrai pour le genre, mais c'est vrai pour l'ensemble des concepts. Par exemple, quand on parle de classe, eh ben, ça ne veut pas toujours dire la même chose à travers l'histoire. Quand on parle de race, ça ne veut pas toujours dire la même chose à travers l'histoire, etc. Et donc, quand on parle de genre, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Ce qui me paraît intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque les journalistes ont repris des questions sur la théorie du genre, ils reprenaient l'idée qu'au fond,
ça n'est qu'une théorie. Et vous voyez bien ici un rapport à la science très particulier. C'est-à-dire que, bien entendu, si on veut parler de théorie, on va dire que les théories ne sont que des théories. Mais ça permet de reprendre à son compte un argument qui a été utilisé aux États-Unis contre la théorie de l'évolution. Le point de vue de la droite religieuse aux États-Unis contre l'évolution, c'est de dire, bah, après tout, oui, c'est une théorie, c'est très bien, mais nous aussi on a une théorie. À chacun sa théorie. Autrement dit, c'est une posture relativiste, ce qui est paradoxal pour des gens qui, d'ordinaire, dénoncent le relativisme. C'est-à-dire qu'ils sont relativistes lorsqu'ils vont en terrain laïque, et en revanche, ils sont beaucoup moins relativistes lorsqu'ils sont sur leur terrain. Donc, ça, il me semble que c'est le danger de cette reprise, d'autant plus qu'ensuite, ceux qui ont dit « mais non, c'est pas simplement chacun fait ce qu'il veut, à chacun sa théorie, etc. Voilà, où est votre science ? Et en particulier, où est la science de Christine Boutin ? Où est la science des députés de la droite populaire ? Où est la science des autorités religieuses qui sont intervenues dans ce débat ? Où sont leurs enquêtes ? Où sont leurs publications ? Ils ont bien sûr le droit d'intervenir, mais s'ils interviennent au nom de la science, on a le droit de leur demander quelle science. Donc, il me semble que la difficulté, c'est qu'à partir de là, on était un peu sur la défensive. C'est qu'au fond, on était amené à réutiliser des termes qui avaient été forgés de manière polémique contre les études de genre. Si donc je vous ai retracé brièvement cette historique de la controverse, c'est parce que je crois que c'est important pour ne pas, pour premièrement voir la dimension religieuse, mais deuxièmement ne pas réduire à la dimension religieuse. De fait, on trouve aujourd'hui beaucoup de gens qui reprennent ces théories alors même qu'ils ou elles sont indignés lorsqu'on leur fait remarquer qu'ils disent la même chose que le Vatican. Ça m'est arrivé régulièrement de dire à des gens, vous voyez, votre argument, c'est exactement ce que dit la lettre sur la collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église, publiée par le Vatican, par le Conseil pontifical pour la famille, il y a quelques années. Les gens, en général, ne sont pas très contents quand on leur dit ça, parce qu'ils se réclament de la laïcité. Mais la laïcité, ce n'est pas simplement de ne pas nommer Dieu, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'autorité transcendante qui définit l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'on peut considérer à titre privé que c'est le cas, mais que ça ne doit pas être toujours déjà donné, que ça doit être l'objet de la délibération démocratique. Donc c'est ça la bataille, c'est qu'au fond, on pourrait croire qu'il n'y a que la droite religieuse, un peu archaïque, qui tient des positions qui seraient antidémocratiques, mais en fait cette tentation antidémocratique, c'est-à-dire de soustraire à la délibération démocratique l'ordre du monde, elle est extrêmement répandue. J'en prendrai un exemple. Le fait que, enfin deux exemples, vous avez peut-être vu que les médias se sont récemment intéressés à deux ouvrages, l'un de Nancy Houston, l'autre de Sylvia Nagassowski, l'un et l'autre qui disaient en gros qu'on avait trop parlé de construction sociale du genre et qu'il serait temps de revenir à des vérités plus définitives. Avec des variantes, puisque c'est fondé sur une théorie de l'évolution chez Nancy Houston, et c'est fondé sur un argument philosophique sur la différence des sexes qui serait en quelque sorte transcendante chez Sylvia Nagassowski. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'au fond, ces mêmes médias qui donnent assez peu la parole à des gens qui parlent de genre, donnent beaucoup la parole à des gens qui disent « on a trop parlé de genre ». C'est-à-dire qu'on a toujours déjà trop parlé de genre. On a toujours déjà trop montré que c'était social. Donc je crois que c'est ça la bataille politique qui excède très largement, et les noms que je vous ai donnés de Nancy Houston ou de Sylvia Nagassowski, très clairement, ce ne sont pas les femmes de droite, encore moins de la droite religieuse. Donc c'est ça qui me paraît, c'est la raison pour laquelle je le souligne, c'est que s'il n'y avait que la droite religieuse, au fond, c'est pas grand monde. Mais c'est une sorte de sens commun. C'est le sens commun qui fait qu'on se dit « Oui, non, c'est bien beau ce que vous nous racontez avec vos études un peu sophistiquées auxquelles personne ne comprend rien, mais enfin quand même. Moi, les hommes et les femmes, je connais. J'en ai vu. Et d'ailleurs, je suis soit l'une, soit l'autre. Donc, c'est quand même pas si compliqué, quand même. » Ça, c'est l'argument qui avait été utilisé par un juge de la Cour suprême aux États-Unis pour définir la pornographie. Il disait « Je ne sais pas la définir, mais je la reconnais quand je la vois. » Il me semble que c'est à peu près le même niveau d'élaboration théorique qui nous est proposé aujourd'hui. C'est quand même, regardez, enfin bon, voilà. C'est à peu près la précision conceptuelle qui nous est proposée.
Et encore une fois, j'insiste parce que je crois que c'est fondamental pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui politiquement et socialement. Il ne faudrait surtout pas imaginer que ce sont quelques réactionnaires dans un coin. C'est le sens commun. Le sens commun, c'est qu'on sait bien quand même. Donc ce que je voudrais faire maintenant, dans les 10 minutes qui me restent, c'est d'essayer de donner quelques éléments pour dire « mais quand même, c'est intéressant ». Donc renverser le « quand même ». Je sais bien que personne n'y comprend rien, que tout le monde s'en fiche, que quand même, les femmes et tout ça, mais quand même, c'est intéressant. Et donc c'est ce que je vais essayer de préciser un petit peu. Alors, un mot sur la catégorie de genre, elle a été d'abord fondée sur l'idée d'un partage nature-culture. En gros, le genre est au sexe ce que la culture est à la nature. C'est ce qu'on a commencé de dire, d'une part dans les usages qui précèdent la construction féministe de cette catégorie, c'est-à-dire autour des questions trans et intersexes, dès les années 50 et davantage dans les années 60, avec des gens comme John Monnet d'une part et Robert Stoller d'autre part, aux États-Unis, dans un monde médical. Mais c'est ce qui a été dans un premier temps repris par les études féministes, en particulier en langue anglaise, en particulier en anthropologie, avec des arguments pour essayer de comprendre comment, au fond, on pouvait reformuler la proposition de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Le genre était une manière de dire, il y a de la socialisation, donc le fait que nous ayons des places sociales d'hommes et de femmes, eh ben, on n'est pas né comme ça, il y a tout un travail qui s'est fait de cette manière. Alors ce point de départ, il ne définit pas la totalité de la carrière du genre comme concept dans les sciences sociales, mais c'est un point de départ. Ça veut dire que c'est la question initiale. Depuis, en fait, et c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de parler de champ d'études, quand on a un champ d'études, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'on dit les premiers est critiqué par les suivants. C'est à ça que ça sert, un champ scientifique, c'est qu'on arrive avec des propositions, et il y a des gens qui après disent, je dirais même plus, et qui disent autre chose. Et c'est vrai en sociologie, c'est vrai en anthropologie, c'est vrai dans toutes les disciplines. Alors là, je parle seulement de celles que je connais mieux, mais je crois que c'est vrai du travail scientifique en général. Ce n'est pas des vérités données une fois pour toutes, c'est des vérités qui sont constamment remises sur la table pour essayer d'en faire autre chose, pour essayer de... etc. C'est retravailler. Enfin, je ne vous fais pas tout un truc d'épistémologie que vous connaissez sans doute mieux que moi, mais je crois que c'est important de rappeler que la science, ce n'est pas des vérités toujours déjà là. Sinon, ça ne s'appellerait pas science, ça s'appellerait religion. Et je crois que c'est bien l'enjeu de cette bataille. Hein. Enfin, j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais je pense que c'est l'enjeu de cette bataille et qui excède largement la question du genre. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous peuvent être tentés de se dire « oui, bon, ces histoires de bonnes femmes, ça va bien. J'ai autre chose à faire dans la vie, soit que je sois un vrai mec, soit que je sois une vraie femme, selon les cas. Ça va très bien, je n'ai pas besoin de m'embêter avec tout ça. » Je pense que ce serait une grave erreur. Il n'y a pas besoin de s'intéresser au genre pour savoir que ce qui est en jeu, c'est la définition même du statut social et politique de la science dans nos sociétés. Et ça, il me semble que, quoi que vous pensiez des bonnes femmes, entre guillemets, c'est-à-dire de tout ça, je vous recommande d'avoir conscience que c'est votre métier même qui est en jeu. Donc, quoi que vous en pensiez, c'est-à-dire vous pouvez être d'un antiféminisme radical, quand même, à mon avis, vous n'avez pas intérêt à accepter les redéfinitions de la science qui nous sont proposées aujourd'hui. Alors, je ne vous encourage pas à être d'un antiféminisme radical. Je serais même plutôt vous encourager dans le sens inverse. Donc, le genre, ça ne se réduit pas à nature-culture. Par exemple, puisque vous évoquiez tout à l'heure Judith Butler, elle ne dit pas que... Au fond, il faut départager chez l'homme et chez la femme qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est social. C'est pas du tout ça. Au fond, elle récuse l'idée même d'un fondement naturel, c'est-à-dire l'idée même que derrière le genre construction sociale, il y aurait un reste qui serait la nature. Elle récuse l'idée même qu'il y aurait soit derrière, soit en dessous quelque chose, c'est-à-dire un fondement. C'est l'idée de fondement qui est remise en cause dans cette perspective-là. Avec l'idée que, au fond, si le genre c'était l'imitation du sexe, eh bien ça voudra dire qu'il y a un sexe qui est premier. Mais si en revanche, on se dit que le genre n'est pas l'imitation d'un sexe, parce que le sexe ne préexiste pas, qu'au fond, la manière dont nous habitons notre sexe n'est pas indépendante de ses constructions sociales, eh bien, ça veut dire qu'on a remis en cause l'idée qu'il y a quelque chose qui est premier et qui serait la biologie.
Parce que ça, si vous lisez les arguments des théologiens, ils n'ont pas de problème pour vous dire qu'il y a du social. Simplement, le social, c'est la petite couche superficielle qui vient au-dessus, mais qui ne change rien à ce qui a toujours déjà été donné par Dieu. Ben, c'est ça qui est remis en cause, me semble-t-il. C'est cette théologie-là, je ne dis pas la théologie a priori, mais cette théologie-là, c'est-à-dire une théologie qui est fondée sur une vision transcendante, qui est remise en cause. Donc, pour Judith Butler, comme vous le savez, l'idée, c'est pas que on ne naît pas femme, on le devient, c'est qu'on ne naît pas femme et en plus on ne le devient même pas. On n'y arrive jamais vraiment, on n'arrête pas de travailler, on essaie de se dire, allez, ce coup-ci je suis vraiment une femme, ou alors je suis vraiment un homme, etc. Mais en même temps, c'est un travail sans fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on imite quelque chose qui ne préexiste pas. Donc, c'est voué à un effet relatif. Je vais très vite, mais c'est pour vous dire que, très clairement, on n'est plus du tout dans la configuration de départ. La configuration de départ, c'est, il y a d'un côté la nature, il y a de l'autre la culture, qui peuvent être côte à côte, ou bien l'une au-dessus de l'autre, etc. Là, c'est plus ça. C'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est derrière, il n'y a pas quelque chose qui est en dessous, c'est qu'au fond, tout ça est imbriqué. Et il y a tout un ensemble de travaux qui, là-dessus, et je vais terminer dans 4 minutes, il y a tout un ensemble de travaux, si j'y arrive, qui remettent en cause ce partage. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour vous et pour moi, c'est-à-dire le fait qu'on a des choses à se dire. C'est-à-dire, au lieu de considérer qu'il y a d'un côté la nature et de l'autre la culture, bah, il y a le fait qu'on ne peut pas les isoler. Donc ça veut dire d'une part que vous avez des sociologues dans les pattes, mais ça veut dire que nous, on a des biologistes dans les pattes. Donc finalement, tout le monde y gagne. On pourrait dire tout le monde y perd, mais on va dire tout le monde y gagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de. On ne peut pas considérer qu'au fond, moi ce qui m'intéresse, hein, je fais de la sociologie, c'est la société. Donc, je n'ai pas à savoir comment fonctionne le sexe. Ben si. Ce qu'on a vu par exemple, c'est que si, au lieu de se dire, comme c'est le sens commun du débat public, il y a un sexe, regardez bien, c'est la biologie qui nous le dit. Et ce sexe, il se divise en deux. On le sait bien quand même, on l'a toujours su, etc. Le sens commun conforté par la science. Si au lieu de se dire ça, on se dit, ah bah tiens, moi je lis dans les manuels, parce que je ne vais pas jusqu'à lire de la vraie science, si on lit dans les manuels que, en fait, la définition même du sexe, elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'on peut se donner une définition qui peut être par les chromosomes, mais on peut se donner une définition qui peut être par les gonades, ou on peut se donner une définition phénotypique, etc. Bon, voilà, ça veut dire que la définition même du sexe n'est pas toujours donnée d'avance. Et bien ça rejoint une question qui est importante pour les sciences sociales. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on fait les sciences sociales ? On s'attache au fait qu'il y a une construction. Et cette construction, eh bien, elle procède de choix. C'est-à-dire, comment allons-nous choisir de définir le sexe ? Parmi ces définitions, laquelle allons-nous privilégier ? Ou comment allons-nous articuler ces différentes définitions ? C'est une première chose. Mais une deuxième chose, c'est une fois qu'on a dit, en général, tout ça, ça colle. Sexe A, sexe B, sexe C, tout ça, ça se superpose et ça fait the sexe. On sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Alors on peut se dire, oui, mais bon, je ne suis pas là pour faire dans le détail, je fais dans la statistique et en gros, à la louche, la plupart des gens, ça colle. Tous les sexes se superposent, tout va bien. C'est possible, c'est un choix social. On peut se dire que c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça marche à la louche. Après, on peut se dire, oui, mais ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients, par exemple, pour les gens pour qui ça ne colle pas bien. Parce qu'on leur dit, vous êtes des anormaux. Ce qui est un peu coûteux pour eux. Mais on peut se dire aussi, oui, après tout, je m'en fiche, pas tant que ça, et moi ça va très bien, merci. Bon, voilà, on peut se dire ça. Mais c'est là que le féminisme, me semble-t-il, apporte un éclairage important, c'est que le fait qu'on ait cette représentation binaire, c'est-à-dire on sait bien quand même les hommes, les femmes, etc., eh bien ça a été un instrument qui a joué un rôle considérable et qui continue de jouer un rôle considérable dans la domination masculine. C'est-à-dire la place allouée aux unes d'un côté, aux autres de l'autre. Donc cette organisation du monde binaire, qui est une description pas si fausse des choses, au total c'est plus ou moins vrai, mais c'est jamais parfaitement vrai. Donc c'est une manière comme une autre qui est pas mal, mais on s'aperçoit qu'elle a été très coûteuse non seulement pour ceux et celles qui n'entrent pas bien dans ce cadre, mais même pour ceux et celles qui y entrent bien. C'est-à-dire, c'est le poids de la norme. Et c'est là que la sociologie a quelque chose à dire sur la manière dont nous allons choisir de naturaliser nos définitions de la biologie. C'est-à-dire, au lieu de considérer que c'est une manière conventionnelle et finalement pas si mauvaise pour décrire l'ordre du monde, on se dit c'est la vérité vraie.
Donc il me semble que de ce point de vue-là, ce partage, il est important. Je termine sur un point, parce que je ne veux pas déborder de plus d'une minute, mais j'avais dit que je parlerais de ces histoires de public, de privé, de société et d'individu, et donc comme je ne l'ai pas fait, je vais le faire très rapidement. Les instructions qui ont été données par le ministère dans le programme étaient, de mon point de vue, à peu près incompréhensibles. Ce qui n'est pas très gênant. Ça veut dire qu'en gros, on fait un peu ce qu'on veut à peu près. Et en particulier sur les points les plus sociologiques, c'est-à-dire où on introduisait de la société, de la culture, de machin, etc. Bon, en gros, je ne comprends pas. Donc, je ne vais pas essayer de déchiffrer ce que ça voulait dire ou de montrer que c'était pas très cohérent, etc., ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Je vais essayer juste de dire 3 mots sur en quoi ces questions-là peuvent être intéressantes à partir de la catégorie de genre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut en faire? Une première chose, c'est que, de même, me semble-t-il, qu'en biologie, de même en sociologie, il n'y a pas besoin de supposer une opposition radicale entre l'individu et la société. Je crois que c'est vrai pour la sociologie, mais il me semble que ça n'est pas étranger tout à fait à la réflexion en biologie. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on était sur des planètes différentes selon qu'on parle des individus ou de la société. Et en particulier pour la société, il y a un élément qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des individus et de l'autre la société, c'est que la société, elle est en moi. Ça s'appelle des normes. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des choses extérieures, c'est-à-dire il y a des bâtiments, il y a etc. Mais enfin, quand même, la société, elle n'est pas en dehors de moi, elle est dans moi. La manière dont je me comporte en tant qu'homme et en tant que femme, bien sûr, il y a des rappels extérieurs, mais c'est des rappels par d'autres sujets sociaux, en général, c'est-à-dire par des vrais gens. Eh bien, c'est vrai pour moi aussi. C'est-à-dire, les normes, elles ne sont pas au-dessus de moi, elles ne sont pas en dehors de moi, elles sont dans moi. Le fait que j'essaie de me comporter d'une manière conforme à certaines attentes, ou au contraire de les déjouer, ou etc. La manière de faire avec les normes, eh ben, c'est à l'intérieur de moi. Ces normes ne me sont pas extérieures, je les incarne. Et c'est pour ça que ces questions de corps sont si importantes pour la sociologie. Parce qu'on pourrait se dire, la sociologie, elle ne s'occupe pas du corps, puisqu'elle s'occupe de la société. Ben, sauf que la société, elle est dans le corps. Et ça, c'est pas nouveau. Marcel Mauss, par exemple, le dit. Bourdieu le reprend en empruntant à Mauss la catégorie d'habitus. C'est l'incorporation de l'histoire sociale. Dernière chose, sur public et privé. Il me semble qu'il y a un contresens qui est presque toujours fait. On cite souvent la phrase, le slogan, la devise féministe selon laquelle le personnel est politique. Mais on la cite souvent de manière impropre en disant que le privé est politique. Ce qui n'est pas du tout pareil. Si c'est privé, c'est pas public, donc privé s'oppose à public. Mais en revanche, si c'est personnel, c'est quand même politique. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a un enjeu qui est très important pour préciser les choses. C'est que ce qu'on reproche très souvent au féminisme, c'est de tout mélanger. Au fond, on ne sait plus non seulement qui est qui, les hommes, les femmes et tout ça, les homosexuels, les hétérosexuels, que sais-je encore, mais en plus le public et le privé. Alors que quand même, l'école, elle est publique, donc voilà. Et il me semble que ça, c'est fondé sur un contresens. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé, ça n'est pas donné une fois pour toutes. C'est politiquement que nous décidons que certaines choses sont publiques et que d'autres sont privées. Donc par exemple, savoir si à l'école on va parler de sexualité ou non, c'est un choix politique. Ce n'est pas une confusion du public et du privé. Après, évidemment, ça pose des questions sur le rapport entre le personnel et le politique. C'est-à-dire, est-ce que moi, qui viens de vous faire une conférence, est-ce que je dois commencer par un préalable sur mon appartenance de genre, mon orientation sexuelle, etc. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait ce choix. Je ne le fais jamais. Parce que c'est un choix politique. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit la manière la plus efficace d'occuper la place que j'occupe. C'est-à-dire d'être à la table maintenant devant un micro. On pourrait faire un choix très différent. Ça veut bien dire que la question de qu'est-ce que je vais choisir de rendre public, c'est une manière, non pas de dire que ce que je ne dis pas n'est pas politique, c'est-à-dire que bien entendu que mon genre et mon orientation sexuelle, le terme n'est pas très joli, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, que bien sûr que tout ça c'est politique. Bien sûr que je suis pris, comme tout le monde, comme toutes les personnes qui sont ici, dans des rapports de domination qui passent aussi par mon corps, comme par vos corps, etc. Bien sûr. Donc, le personnel est bien politique. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que tout doit être public. Le choix de savoir qu'est-ce qu'on rend public est un choix politique. Est-ce que, par exemple, nous choisissons de révéler des informations sur la sexualité du pape? Ça, c'est un choix politique. Je suis plutôt contre, même si ça m'amuserait bien, mais voilà. Donc,
je prends cet exemple-là, mais il n'y a pas que ça. Vous savez bien que ce sont des discussions récurrentes. Donc, ce que la notion de genre nous aide à penser, c'est que cet ordre des choses, eh bien, non seulement c'est un ordre social, mais c'est un ordre politique. Et que la division même entre public et privé, elle a une histoire qui est une histoire politique, une histoire qui a été mise en place au XVIIIe siècle, dans un contexte qui est celui du libéralisme, qui supposait qu'il y avait deux sphères, l'une publique pour les hommes et l'autre privée pour les femmes. Ce que le féminisme dit, ça n'est pas « il faut abolir cette frontière », c'est « il faut se demander qui trace cette frontière et où ». Et il me semble que ça, c'est un enjeu qui concerne directement l'école publique. Je vous remercie.